troisième communication, on change d'articulation, on reste dans les ceintures, mais on change d'articulation et on va parler, et Nicolas Bonnevielle va nous parler de l'évolution moderne des arthroplasties d'épaule, avec un commentaire de Jean-François Kempf. Bien pris, très fort. Merci François, merci à l'Académie de m'avoir permis de prendre la parole, mais surtout d'élever le débat, excusez-moi, puisque je suis un chirurgien du haut par rapport au chirurgien du bas. Alors, sans aucune commune mesure, mais comparons un peu les indications en 2014 d'arthroplastie d'épaule, et c'est vrai qu'on connaît bien mieux la hanche, et c'est pourquoi je vous ai proposé ici quelques indications. C'est vrai qu'on met des prothèses d'épaule pour les fractures fraîches, pour les séquelles de fractures, on met aussi des prothèses d'épaule pour les dégénérescences articulaires, arthrite, arthrose, on met aussi des prothèses d'épaule pour des cas un peu plus rares, les tumeurs, les nécroses de la tête humérale. Mais il y a bien une indication que l'on n'a pas en commun avec les arthroplasties de hanche, c'est l'arthrose, c'est-à-dire l'usure de la carrosserie, et l'usure du moteur, c'est-à-dire les lésions de la coiffe des rotateurs associés. Alors j'ai 4 raisons pour dire que la France a peut-être trouvé son arthroplastie dans l'épaule. La première, c'est que finalement elle est un peu au point de départ à l'initiation de cette arthroplastie. Jules Péan, en 1892, a le mérite d'avoir réalisé la première arthroplastie d'épaule à Paris. Il l'avait utilisée chez un patient qui présentait une destruction articulaire liée à la tuberculose. La chirurgie a été réalisée en 2 temps, avec un implant qui était en caoutchouc et je crois en métal, et manifestement l'implant a été retiré au bout de 2 ans. C'était un implant fabriqué par un dentiste. Mais il faut rappeler aussi que la prothèse de Judée a été utilisée par Boron et Sevin pour des indications de remplacement prothétique d'épaule, 17 implantations, 11 fractures, comme on le voit ici, 5 séquelles de fractures et une pathologie rhumatismale. Mais on ne peut pas parler de prothèse d'épaule sans introduire Charles Sneer, qui est lui, non pas français, mais américain, et qui, dans la période post-guerre, avait bien constaté qu'il y avait des séquelles très invalidantes de fractures d'épaule, et qu'à partir de ce problème, il a dit, bien, il faut, comme pour la hanche, proposer des remplacements prothétiques. Alors il a développé le premier implant qui avait une taille de calotte et une taille de tige, qui était un implant non cimenté. Et il faut reconnaître que certains Français, comme ici Michel Mansat, l'un de mes maîtres, est allé chercher l'innovation là-bas et l'a rapporté en Europe et en France en particulier. La deuxième raison, ce sont les évolutions. Et il est vrai que les travaux de Pascal Ballot et Gilles Walsh sont particulièrement intéressants. Ils ont bien identifié que le but du chirurgien qui implante une prothèse d'épaule est, comme dans toute chirurgie prothétique anatomique, d'approcher au mieux le modèle de l'articulation. Et à partir des travaux notamment anatomiques qu'ils ont fait sur l'humérus proximal, ils ont développé ce que l'on a appelé la 3e génération d'implants. C'est-à-dire une génération d'implants où c'est la prothèse qui va s'adapter à l'os et non pas l'os que l'on va adapter à la prothèse, avec cette multimodularité, cette possibilité de positionner la calotte métallique, comme on le voit ici, dans la version, dans l'inclinaison que l'on souhaite pour reconstruire l'anatomie la plus proche de celle qu'avait le patient en préopératoire. Alors leur première série de prothèses était particulièrement intéressante, avec des taux de survie très impressionnants. Ici, la première prothèse qui avait été réalisée avec cet implant de 3e génération. Et puis, d'autres innovations sont arrivées d'ailleurs. Ici, c'est Steve Copeland, l'anglais, qui a proposé, comme pour la hanche, de resurfacer uniquement la tête humérale en ne remplaçant que la partie usée de l'articulation, c'est-à-dire le cartilage. Alors les avantages, c'est bien évidemment de préserver le stock osseux, de prévenir une éventuelle reprise à distance, et c'est particulièrement adapté chez les patients jeunes, et puis peut-être aussi d'essayer de reconstruire au mieux l'anatomie, car si vous ne coupez pas l'os, si vous ne remplacez que ce qui est usé, eh bien vous conservez l'anatomie de l'humérus proximal. En tout cas, c'était très théorique, parce que à Toulouse, nous avons eu notre propre expérience du resurfaçage, et l'on a constaté que on ne reconstruisait pas l'anatomie exactement comme on le désirait. D'abord parce qu'il y a une véritable difficulté technique à positionner cet implant, bien que ça paraît très séduisant et très facile à mettre, en tout cas sur le papier, et que l'on avait des usures glénoïdiennes
au long recul, qui semblait relativement inquiétante. Et c'est ce qu'on a confronté au registre bien plus large, comme le registre australien, où l'on a vu arriver d'un taux de reprise un peu supérieur à ceux des implants à tige, qui étaient donc bien plus anciens. Et l'on voit ici notre courbe de survie d'implants qui casse au bout de 3 ans et demi, 4 ans, ce qui nous a probablement ce qui a probablement modifié nos indications dans ce type d'implant. Un exemple typique d'un patient que nous avons opéré, qu'on a suivi longitudinalement, avec un patient qui, sur les 2-3 premières années, va relativement bien. On voit le score de Constant, qui est un score clinique très objectif que l'on utilise en chirurgie de l'épaule dans le suivi des implants, entre autres. Et l'on voit ce patient qui va bien, bien que la radiographie est inquiétante. On voit l'implant petit à petit se médialiser, c'est-à-dire user la glaine, et jusqu'à véritablement une répercussion clinique à 4 ans, avec un patient douloureux et des mobilités qui sont altérées. En fait, je crois qu'on peut induire une problématique humérale alors qu'elle était partiellement résolue ou quasiment résolue par les implants de 3e génération qu'avaient développé Pascal Boileau et Gilles Walsh, avec des taux de survie qui étaient très intéressants, et je ne crois pas que le resurfaçage puisse supplanter ces implants à tige. Quoi qu'il en soit, si l'on identifie le problème de la prothèse d'épaule, c'est pas tellement sur le versant huméral, mais c'est sur le versant glénoïdien. En effet, dans la prothèse totale d'épaule, on vient implanter sur la glaine une interface de glissement qui, pour l'essentiel, et ce qui constitue la référence à l'heure actuelle, est un implant cimenté en polyéthylène. Les implants Metalback, comme on le voit ici, ont été largement utilisés, avec des taux de survie qui sont probablement inférieurs à ceux des implants tout cimentés. Et l'expérience nord-américaine, là encore, de la Mayo Clinic est très intéressante, puisqu'on voit ici cette courbe de survie des implants glénoïdiens cimentés, qui, à 10 ans, montre un taux de survie à 70%. Alors c'est un échec radiographique, tous les patients ne sont pas repris, mais clairement, sur le bilan radiographique de suivi, il y a un décèlement de l'implant glénoïdien. Alors la contribution française est là encore importante. Dominique Gazielli nous a montré comment il fallait cimenter ces implants, c'est-à-dire éviter d'évider la glaine de son stock osseux, mais au contraire compacter l'os, et donc de mettre un implant dans du ciment sur de l'os avec de l'os compacté en arrière. Et je reviendrai encore sur Gilles Walsh et Pascal Boileau, qui ont toujours dans cette philosophie proposé des implants bien plus larges en gamme, notamment dans l'idée d'adapter l'implant à l'os et non pas l'os à l'implant. Et actuellement, il y a des implants qui sont possibles dans tous les diamètres, toutes les inclinaisons, et ce qui probablement permettra de diminuer le taux de décèlement à long terme. La troisième raison, c'est la contribution française est liée directement aux innovations. Alors vous n'êtes pas sans savoir, mais sinon je vous le rappelle, que biomécaniquement, l'épaule est équilibrée par cet équilibre musculaire qu'il existe dans le plan frontal entre un deltoïde qui tracte la tête humérale vers le haut et la coiffe des rotateurs qui plutôt descend la tête humérale vers le bas, ce qui permet donc de maintenir une élévation active par cette synergie musculaire. Or, je vous ai dit que parfois le moteur était usé, et notamment la coiffe des rotateurs, et finalement ce déséquilibre entraîne une migration progressive de la tête humérale sous l'acromion, avec une arthrose qui apparaît, et c'est ce que l'on appelle l'homarthrose excentrée. Il n'est pas rare de voir apparaître ces patients en consultation, qui sont rarement le fait de symptomatologie clinique récente, mais plutôt de phénomènes d'usure progressive, à des patients qui sont douloureux, et comme on le voit ici sur le côté droit du patient, cette impossibilité d'avoir une épaule fonctionnelle, c'est-à-dire d'élever le bras ou de le maintenir au-dessus de l'horizontale, avec un bilan radiographique qui montre une acétabilisation de l'acromion, c'est-à-dire finalement une épaule qui commence à se transformer en une hanche. Alors, différents implants ont été proposés, bien évidemment, et au départ, nous n'avions que cette prothèse anatomique. On a vu apparaître ces implants avec les conséquences, c'est-à-dire des usures de la glaine, ou alors, dans le cas des prothèses totales, c'est-à-dire en appareillant la glaine durant le même temps opératoire, des décèlements très précoces, car effectivement, il y a une excentricité de l'appui qui se fait à la partie supérieure de la glaine, et comme un effet de cheval à bascule, sont apparus très précocement, bien plus précocement que dans l'homarthrose centrée, des décèlements de glaine, ce qui contre-indique de ce fait l'utilisation de prothèses anatomiques dans ces homarthroses excentrées. Alors, d'autres arthroplasties ont été tentées, et l'idée était de
créer un centre de rotation fixe avec des implants un peu de toute géométrie. Mais l'idée géniale est venue de Paul Gramont et c'est probablement une grande contribution française à l'innovation en chirurgie arthroplastique de l'épaule, puisque par son idée de fixer une glénosphère du côté de l'omoplate, en ayant un centre de rotation fixe qui est abaissé et médialisé, il donnait bien plus de force au deltoïde, ce qui permettait de récupérer l'élévation antérieure grâce à ces implants. Alors, depuis, cette prothèse totale d'épaule dite inversée a eu des indications bien plus larges que l'omarthrose excentrée. Ici, des cas de fracture, lorsqu'il est très difficile chez un patient ostéoporotique de reconstituer l'anatomie de l'humérus proximal. Ici, un cas de reprise de prothèse anatomique où l'on trouve un implant décellé. Et c'est très intéressant, où ça peut être une option, on va dire, d'utiliser une arthroplastie inversée avec une greffe, par exemple, osseuse qui est parfaitement stabilisée sur une embase métallique vissée, et bien sûr les indications de prothèse invertée sont donc élargies. Mais en 2006, la Société française d'orthopédie et de traumatologie a tiré une première sonnette d'alarme, car effectivement, du fait de l'expérience française, on a pu constater que la courbe de survie de ces implants semblait cassée aux alentours de 7 à 10 ans, avec notamment des décèlements liés à un problème probablement mécanique, ce que l'on appelle le notch ou l'encoche, qui est le contact précoce qui se fait en adduction entre la prothèse inversée et le col de la scapula, et l'on voit apparaître, comme ici sur ces images, des encoches qui progressent et qui viennent, on va dire, user, voire fracturer la vis inférieure et entraîner des décèlements précoces. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est l'avenir et probablement les innovations d'origine française. Alors, ce travail n'est pas tout récent, mais Gilles Vache a parfaitement décrit que dans l'omarthrose centrée, c'est-à-dire lorsqu'il y a une destruction du cartilage avec des tendons de la coiffe des rotateurs qui sont corrects, eh bien on a des usures de glène qui sont de morphologie tout à fait variable, et l'on est bien embêté lorsque l'usure de la glène et donc de l'os ne se fait pas au centre de celle-ci, mais en postérieur, comme sur les images ici, avec une subluxation postérieure de la tête humérale, et l'on sait que la mise en place d'une prothèse anatomique dans ces cas particuliers est à risque de décèlement bien plus précoce que dans les cas où l'usure est centrée. Alors c'est vrai qu'en plus c'est difficile de mettre un implant dans ce cas particulier, même si c'est ici probablement pas le meilleur exemple, où l'on peut mettre l'implant comme ceci, ou encore mettre l'implant comme cela, et je crois que la contribution française de cet auteur et de ses collaborateurs, c'est de proposer maintenant, et c'est ce qui est actuellement ce qui se développe, des planifications, des logiciels de planification préopératoire. Alors c'est particulièrement intéressant lorsqu'on a des usures de glène importantes, et l'on peut utiliser, comme on le voit ici, ce logiciel qui intègre les données morphologiques du patient par un scanner, et le bilan scanographique fait partie des mesures systématiques sur lesquelles on s'appuie en préopératoire, et l'on peut voir sur ce logiciel qu'on va reconstruire en 3D la morphologie de la glène et essayer de planifier la position de notre implant. Alors c'est intéressant sur la théorie, mais on va le voir aussi que ça a une application directe et pratique. On peut faire varier donc l'inclinaison, on peut faire varier la rétroversion de notre implant, et puis on a cette image 3D, on va positionner de manière tout à fait théorique un implant tel qu'on le logiciel nous le permet, et on voit que cet implant, il ne convient pas parfaitement. On voit que notamment son assise sur la glène n'est pas parfaite. Cela veut dire que si on le met dans cette position-là, il va falloir rimer, c'est-à-dire fraiser la glène en avant. Et la philosophie globale de la prothèse anatomique, c'est encore une fois d'adapter la prothèse à l'os et non pas d'adapter l'os à la prothèse pour conserver un maximum de stock osseux, qui est un stock généralement d'os sous-chondral qui est parfaitement stable et de bonne qualité. Donc on peut effectivement faire varier la position de l'implant, et ce de manière tout à fait théorique, jusqu'à obtenir ce qui nous paraît être la position idéale. Alors c'est tout à fait novateur, c'est actuellement vraiment en développement, et une fois que l'assise de l'implant est considérée comme étant idéale ou quasiment idéale par le chirurgien, ce qui donne une grande liberté, encore une fois, ce n'est pas le logiciel qui détermine la position, c'est le chirurgien aidé du logiciel qui détermine la position. Et bien une fois que la position paraît être idéale pour le chirurgien, il va pouvoir générer un guide.
ce guide qui va être, donc on voit ici donc en 3D la position de l'implant qui paraît idéale en tout cas aux yeux du chirurgien. La zone bleue que vous avez en bas ici est une zone d'assise de l'implant et on voit qu'ici l'implant touche à peu près ou est en appui quasiment sur toute la partie glénoïdienne. Et donc on va générer ce viseur. Ce généreur, alors actuellement grâce aux imprimantes 3D, c'est très facile par la société qui développe ce logiciel, c'est très facile de commander et de fabriquer un viseur de Glen. Donc on va demander à ce que le fabricant nous donne 4 points d'appui sur cette Glen. Le logiciel va vous mettre en 3D le viseur. Ce viseur, quel est son intérêt? Il va permettre en paire opératoire, puisque c'est encore une fois un viseur en polyéthylène qui va être fabriqué spécifiquement pour ce patient, en paire opératoire de fixer une broche et à partir de cette broche, donc d'utiliser des systèmes de fraises qui sont parfaitement centrés et qui vont donner en fait le fraisage adéquat pour positionner l'implant définitif. Alors, bon, bien évidemment, on peut répertorier l'ensemble de ces données paramétrées en préopératoire. On peut les stocker, ce qui est tout à fait intéressant dans le suivi longitudinal de nos patients. Et puis, on va commander le viseur qui, généralement, est livré dans les 3 à 4 semaines qui suivent. Alors, l'autre innovation, et je vais aller un petit peu plus vite, c'est les matériaux. Et actuellement, le pyrocarbone, comme vous le savez, est un matériau très intéressant parce qu'il a un module d'élasticité qui est très proche de celui de l'os. Il est tout à fait biocompatible et l'usage de ce biomatériau, de ce pyrocarbone est particulièrement intéressant dans le cadre où l'on ne remplace que la partie humérale de l'arthroplastie. Alors c'est vraiment en développement parce qu'on n'est pas sûr que l'on puisse augmenter le taux de survie de nos implants, mais c'est particulièrement intéressant quand on sait que le problème de la prothèse totale d'épaule vient de la glène. Alors des concepts appuyés sur le pyrocarbone bien plus originaux ont été développés. Je crois qu'on n'aura pas le temps de voir ce film, mais actuellement on propose aussi des implants sphériques en pyrocarbone non intégrés à l'os sur des concepts biomatériaux qui sont tout à fait originaux, qui permettent en fait tout simplement comme une boule de billard de remplacer uniquement l'articulation par une boule en pyrocarbone qui est mobile dans la tête humérale et qui est aussi mobile dans l'articulation. Voilà l'implant définitif. Il est implanté sans scellement et une fois que la coiffe des rotateurs est refermée, il reste en place. Il n'y a pas eu de cas de luxation sur les premières séries, mais c'est encore des données tout à fait innovantes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas pour cet exposé à la fois historique et tourné vers le futur, et Jean-François Kempf qui a participé à l'essor de cette chirurgie en France va commenter donc ta communication. Bien, ben je vous remercie d'abord, mon élève François Bonhomé et mon maître Daniel Jecques, pour cette session qui est assez strasbourgeoise, semble-t-il. Ça marche. Je félicite aussi Nicolas qui a fait un exposé tellement brillant et complet que j'ai pas grand-chose à rajouter, je dirais, mais plutôt à compléter, dans le sens où j'aimerais revenir sur 3 points. Le premier point, ayant été élevé dans la chirurgie du membre inférieur, j'ai appris un certain nombre de choses avant de commencer à m'intéresser à l'épaule. Et la chose importante, je pense, en chirurgie de l'épaule, c'est la prédominance de l'école française. Tu l'as parfaitement bien dit. Tu as même fait ton petit Made in France, tu aurais dû mettre un petit t-shirt en plus. C'est vraiment extrêmement important, car à part Monsieur Nir, qui était le grand monsieur de la prothèse d'épaule, bien entendu, dans les années 50, ensuite, toutes les grandes idées sont venues de notre pays. Et c'est quand même une chose assez émouvante de le dire ici, dans cette noble institution de la chirurgie française, que de dire que les orthopédistes français ont été à la pointe du développement de la chirurgie de l'épaule. La deuxième chose que je dirais par rapport à la hanche dans laquelle j'ai été élevé, c'est qu'à l'épaule, on était beaucoup plus attentif à la notion d'anatomie et reconstruction anatomique. Et ça, je crois qu'à part l'éventuel développement du resurfacing, ça on verra avec le temps, dans l'épaule, on a lourdement et beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait reconstruire une articulation extrêmement proche de l'anatomie normale. Et c'est vrai que grâce aux travaux, en particulier tu les as cités à plusieurs reprises, et je leur rends hommage, Pascal Boileau et
et Gilles Walsh, on a des implants qui tiennent la route. La deuxième chose que je dirais à propos de ces innovations françaises, et je pense qu'on n'est pas loin de la révolution, c'est la prothèse inversée. Moi, j'habite donc Strasbourg et je n'étais pas loin de Dijon, et je peux vous dire que M. Gramont n'était pas franchement cru. Quand il est venu avec sa prothèse, on l'a traité d'autant plus qu'il avait une personnalité assez forte. Et donc, il n'a pas été beaucoup cru, y compris à l'est de Dijon, chez nous. Et pourtant, il a en fait développé un concept extrêmement innovant, extrêmement nouveau et surtout extrêmement performant. Moi, j'ai connu, comme disait François, je fais de la chirurgie de l'épaule depuis 25 ans, j'ai connu des échecs cuisants de prothèse totale dans les grandes ruptures de coiffe, comme tu l'as dit, et c'est vrai que lorsqu'est apparue cette fameuse prothèse inversée, ça a été pour nos patients une révolution. Le deuxième point sur lequel j'insisterai, mais Nicolas l'a déjà fait, c'est nous avons quand même des problèmes, évidemment. Et peut-être un peu plus qu'en arthroplastie de la hanche en particulier, nous avons des problèmes avec la composante femelle, c'est-à-dire la glène. C'est vrai que pour l'instant, nos glènes actuelles, y compris les plus récentes, mais ça, on verra peut-être s'il y a des progrès, mais y compris pour les implants actuels, nous avons encore des problèmes d'usure et de décèlement qui sont bien plus importants que les problèmes que rencontrent les chirurgiens de la hanche. Donc ça, c'est encore un point de progrès pour nous. Et puis la troisième chose, et là je pense que tu n'as pas assez dit, la troisième chose, c'est que c'est une chirurgie qui a quand même beaucoup de complications. Il a peut-être un petit peu éludé ce problème, mais la prothèse inversée est une révolution. Moi, je pense qu'on peut utiliser ce terme, mais comme toutes les révolutions, elle fait pour l'instant des dégâts. C'est-à-dire que nous avons quand même un certain nombre de complications. François et moi, on était dans une thèse récente strasbourgeoise, et c'est entre 25 ou disons 20 et 40% de complications avec les prothèses inversées. Donc, c'est pas rien. Et on en revient un peu à la discussion que vous avez évoquée. Je pense que bientôt, les prothèses d'épaule seront aussi l'affaire d'experts avec des bornes basses concernant le nombre d'implants, parce que c'est sûr qu'avec l'expérience, je pense qu'on a de moins en moins de complications. Mais enfin, nous sommes encore loin d'être aussi fiables que nos amis chirurgiens de la hanche et du genou, tout simplement parce qu'on est beaucoup plus jeunes. Voilà, donc c'est la seule chose que je rajoute un petit bémol, c'est que c'est une chirurgie qui est encore un peu difficile. Voilà, ouais. Je pense que je peux oui, tout à fait. Là. Merci beaucoup, Jean-François. Une question peut-être dans la salle? Une seule, me dit le président. Oui, vas-y, Claude. Tu as dit à juste titre qu'il faut adapter la prothèse à l'os, mais dans l'exemple que tu as montré de la confection d'un ancillaire spécifique, il y avait une usure postérieure de la glène, ce qui donne l'impression qu'il y a une rétroversion de la glène. Comment fais-tu pour pour définir cet ancillaire qui va ensuite t'imposer une position de l'implant? Alors, la première réponse, c'est une réponse philosophique, car on ne sait pas s'il faut mettre l'implant rétroversé, s'il faut corriger la rétroversion, la mettre en neutre. Et peut-être que ce n'était pas effectivement l'exemple le plus typique, car par excès d'enthousiasme, beaucoup actuellement font le choix d'un autre type d'implant lorsqu'il y a une usure postérieure trop importante, et notamment la prothèse inversée, mais dont on connaît bien évidemment les écueils, la limite de la durée de vie et les complications. Donc effectivement, l'intérêt surtout de ce logiciel, c'est de faire un choix en préopératoire et de s'y tenir en péropératoire, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on réalise l'arthroplastie de n'importe quelle arthroplastie, mais encore plus l'arthroplastie d'épaule, car ce temps glénoïdien d'implantation est un temps difficile, qui a une courbe d'apprentissage longue, et c'est difficile de voir une glène car on a la tête humérale ou non, mais en partie devant soi, et donc c'est difficile en termes d'exposition, technique chirurgicale, et donc souvent on est un petit peu contraint par la technique opératoire qu'on ne maîtrise pas ou qu'on maîtrise, et donc on fait un choix par défaut, parce que peut-être on voit pas très bien l'endroit où on est, peut-être qu'on n'arrive pas à s'exposer correctement, et donc au moins ça a au moins la garantie de positionner l'implant tel qu'on l'avait prévu en préopératoire. Je crois qu'en partie, c'est un des arguments pour lequel il faut plaider pour cette planification préopératoire. Merci beaucoup Nicolas, merci Jean-François.